Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale sur WhatsApp et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. On fait les directs sur TikTok à 20h00 le mercredi et le vendredi. Et ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Partagez parce que ça peut aider quelqu'un. Merci beaucoup. Donc là on va commencer avec la première histoire. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Likez. Ok. Première histoire. Voilà DMJ, bonsoir à tous, bonsoir à la communauté DMJ. Likez, partagez, commentez pour donner de la force à l'émission et tout ça. DMJ, je viens pour une deuxième histoire. Je suis en train de regarder ton émission et tout, je bloquais d'abord, j'ai dit non, il faut que je raconte d'abord ça. C'est une histoire vraiment qui m'est arrivée quand j'étais petite. Et donc je voulais avoir l'avis des autres, l'avis et voir d'abord vraiment c'était quoi l'objectif de ce truc-là. C'était pour me faire quoi et tout. Voilà, dans les commentaires, je vais voir. C'est au Gabon, comme d'habitude, dans une ville du Gabon appelée Mwanda. C'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que j'ai passé la majorité de ma vie et tout, vu que là, je suis à l'étranger pour l'école. Donc, je partais tout le temps au village de ma maman, passer des vacances. Je n'étais pas la seule enfant, on était tous et tout. Il y avait des personnes qui revenaient de Libreville, des personnes qui revenaient de France-Ville. Ça dépendait où les personnes habitaient en fait. Et donc, ils revenaient pour les vacances, ils revenaient pour les choses comme ça. Et c'était moi toujours la malchanceuse parce que lorsque je partais passer les vacances au village de ma maman, je revenais toujours soit avec des maladies. Je ne finissais jamais les vacances. Je revenais malade. Là-bas, c'est les joues qui enflaient. Là-bas, c'est le corps qui enflait et tout. Et donc, je revenais toujours avec des choses pas possibles de là-bas. Et ça faisait en sorte que ça créait une polémique entre mon père et ma mère et tout. Oh non, vous allez tuer mon enfant, des trucs comme ça. Oh non, c'est ta famille qui veut la récupérer et tout. Ça faisait en sorte que j'écoutais des choses autant petites que oh, qui veut me tuer et tout, machin, des trucs comme ça. Mais un jour, mon père m'a dit, tu pars au village de vacances. J'ai dit à mon père que je vais partir parce que toutes mes soeurs, je ne peux pas rester ici là seule avec toi. Toi, tu travailles, que me garder ici là. Ou non, tu vas aller rester chez ma mère au quartier. Puis qu'il y avait un quartier là, Mwanda 3. J'ai dit, je ne vais pas rester à Mwanda 3, je ne vais pas aller là-bas. J'ai dit, je pars avec les autres à Bakumba. Mais pas directement à Bakumba. Hein. À Bakumba, il y a encore d'autres villages, Bakoudou, des villages. Il y a beaucoup de villages, mais nous, on était de Konda en fait. On était de Konda. Là-bas, il y avait toujours les rivières, des vacances, il y avait toujours le goût parce que beaucoup de personnes venaient. Donc, on faisait des camps, des feux de camp, on faisait des veillées, on chantait, on dansait. Et ça faisait en sorte que c'était beau en fait chaque vacances. Et après les vacances terminées, les autres retournaient, chacun retournait chez soi. Dans les vacances, j'étais partie. Lorsque je pars en vacances, c'est toujours comme d'habitude et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et un jour, pendant que je dormais au salon, mes soeurs étaient en train de regarder les quand c'était à l'époque des DVD. On mettait encore des CD et tout, et ils regardaient un film à la télévision. Notre petite télévision là, je me rappelle encore ça, mais je me rappelle encore de ça. Ils étaient de regarder des trucs comme ça là. Et moi, je dormais sur le canapé. Je dormais, j'avais un peu plié, j'étais un peu du genre position, je sais pas. Je dormais un côté en fait. Mes soeurs me disaient non, va dormir à la chambre. Je disais non, je ne peux pas dormir à la chambre. Va dormir dans le sommeil. Oh, oh les enfants avaient l'orgueil. Va dormir, oh, je ne pars pas, laissez-moi, c'est comme moi. Oh, va dormir, je n'aime pas parler. Une de mes aînés a crié là. On te demande d'aller dormir, tu ne peux pas aller dormir, va dormir. Quand je me lève, DMG, hey, quand je me lève pour aller dormir, regarde le gros mille pattes qui sort, qui descend, qui tombe en fait de mes jambes. Le mille pattes, la DMG, si tu avais vu ça, j'ai quand même des frissons quand je parle de ça. Si tu avais vu le mille pattes qui était tombé de mes jambes là, je ne sais pas ce que tu allais faire. Le mille pattes sort d'où? Jusqu'à présent, j'ai la phobie des mille pattes parce que même comme il y a les petites pluies, quand les mille pattes, c'est pas les petites pluies, pas les mille pattes des petites pluies que non, lorsque les petites pluies rentrent là un peu, non. C'est ce qu'on appelle mille pattes. C'est ce qu'on appelle mille pattes. Je vois encore l'image de ma tête, j'ai même peur lorsque je te raconte ça. J'ai peut-être 8 ans ou 9 ans comme ça, 7 ans, un truc comme ça. Regarde le mille pattes DMG. Oh Seigneur Jésus. Mes comptes seront criés. Jusqu'à présent, si je vois un mille pattes, je ne peux pas partir sans tuer le mille pattes là. Même quand je rentre dans une chambre, je fouille partout. Je rentre quelque part, je fouille. S'il y a des mille pattes, je dois tuer les mille pattes là. Voilà pourquoi j'aime pas trop laisser l'humilité rentrer dans ma chambre, de l'eau partout, parce que j'aime pas les choses comme ça.
DMG, le mille pattes là, mes grandes sœurs ont sauté. Ça sortait d'où? Est-ce que ça voulait rentrer ou c'était à rentrer et ça sortait maintenant de moi? On ne sait pas. Ma soeur dit non. Ça voulait rentrer quelque part parce que là, ça ne peut pas sortir comme ça. Là, ça voulait rentrer. Si elle ne se levait pas pour dire qu'elle est... Parce que quand je me suis levée avec la force. Je ne pars pas dormir, c'est quoi? Donc j'ai bougé ma jambe. J'ai bougé les pieds, j'ai tapé les pieds au sol. C'est comment je ne pars pas dormir? C'est là où le mille pattes était tombé. Non, DMG. Le jour-là, la peur de ma vie. Je ne sais pas. Mes soeurs ont commencé à crier, oh, venez, le mille pattes, les longs, il s'est enroulé sur lui-même, il s'est enroulé. Oh Seigneur, j'ai les frissons. Il s'est enroulé sur lui-même, enroulé. Il est resté là, au milieu de nous, là. On a appelé mon oncle, là, il est venu. Il a commencé à parler, il a crié dans tout le village. Oh non, laissez ma nièce tranquille. Elle est venue ici pour vous. À chaque fois, c'est elle, c'est comment? Laissez-la tranquille. Elle est venue pour les vacances. Il a parlé. Emmenez-moi le pétrole. La personne qui a fait ce là, il va... Non, il a parlé sur le mille pattes là. Parler. Après, il a pris de l'eau, le pétrole, il l'a mis sur le mille pattes, il l'a versé. Il a brûlé le mille pattes, il m'a soulevé. Avant de brûler la bosse, il m'a soulevé. Tiens quoi, c'est bon. Rien n'était arrivé. Ils m'ont fouillé, ils m'ont palpé, ils m'ont fouillé là pour savoir que, oh, ils sont nous, ils m'ont regardé là. Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose sur tes cuisses, dans tes jambes, écarté là, regardez. C'est une de mes aînées qui a dit que non, lui, il voulait rentrer, il n'était pas rentré pour sortir, lui, il voulait rentrer quelque part. Il m'a soulevé, il m'a mené de sa chambre, il m'a fait, mais tu ne sors pas, tu restes là, aujourd'hui, tu dors avec moi. On va voir qui va venir te prendre dans ma chambre là, ou quelqu'un qui va venir t'atteindre dans ma chambre là, tu dors ici. J'étais perdue, petite que j'étais, je ne savais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont brûlé ça, bien brûlé. Brûlé à pas la peine. Mon oncle a parlé, jusqu'à tardive dans la nuit, je faisais que parler. Tout le monde était que debout, le mille pattes là. Ils l'ont mal brûlé pendant 2 à 3 repousses. Jusqu'à ce qu'on a vu là, les trucs, bien niengués. Laisse-moi me dire niengués, bien brûlés, les choses comme ça. Maintenant, je ne sais pas. D'après vous, c'est quel type de sorcellerie? Parce que même après ça, j'ai pas pu rester au village. 1 ou 2 semaines après, ils m'ont ramené, ils m'ont dit tu retournes à la cité, à Mwanda. Là, je t'ai retourné. Voilà. Mais je ne sais pas si c'était passé, le mille pattes là sortait d'où, c'était l'œuvre de quelle sorcellerie ou quoi, mais je sais que c'était quand même mystique. Maintenant, la morale de l'histoire, c'est que c'est pas faute, c'est pas mauvais d'aller passer les vacances au village, apprendre les enfants, les rites et les coutumes et tout, comment ça se passe. Mais comme les enfants partent au village, priez pour vos enfants, préservez-les, noyez-les dans le sang, si même possible, partez voir un pasteur pour qu'il recommande toutes les vacances entre les mains de Dieu pour vos enfants. Parce qu'on ne sait pas, tu peux arriver, ton étoile peut attirer des personnes qui veulent te nuire. Parce que moi, à chaque fois que j'allais au village, je revenais toujours avec un problème. Je ne sais pas si c'est Dieu qui m'aimait, mais je sais que Dieu m'aime quand même. Je sais que c'était Dieu quand même qui m'a aimé, qui m'a préservé. Parce que chaque fois que j'ai parti au village, j'avais toujours un problème. J'ai failli mourir plusieurs fois quand j'étais petite. Plusieurs fois. Déjà, quand je suis née avec des cailloux dans les yeux. Je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Les cailloux sortaient d'où. Donc, j'étais vraiment combattue quand j'étais petite et je ne savais même rien. Mais je sais que c'est Dieu qui m'a préservé. Donc, quand vous partez quelque part avec vos enfants, passez des vacances, même pas que ça soit au village, même chez les tantes, chez les oncles et tout, vraiment priez toujours pour vos enfants. C'est un peu ça la morale. Et dans les commentaires. Merci à tous et merci DMG. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à tous. Mon histoire, il s'agit de mon histoire particulièrement. En fait, c'est un peu une relation difficile. Je me suis retrouvée en train d'aller épouser, en fait, accepter la demande du mariage que l'un de mes copains m'avait faite, et j'ai fait toutes les démarches pour qu'il arrive ici. Mais depuis qu'il est arrivé ici, c'est là où j'ai vu le côté mystique des choses. J'ai compris que j'avais été envoûtée. Pourquoi? Parce que je réagissais, j'avais des comportements où je me disais, est-ce que je suis envoûtée? Est-ce que c'est normal ce que je suis en train de faire? En fait, je me retrouvais, j'étais utilisée. Parce que je me retrouvais en face d'un homme qui ne faisait pas grande chose pour me faire plaisir. Et moi, j'étais en train de tout faire pour le faire plaisir.
Au point où, dans la relation, j'étais toujours avec des petits malaises. Bon, le monsieur, un jour, je lui ai dit, je comprends pas ce qui ne va pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fouillé, mais j'ai trouvé qu'il avait des petites pierres. Ben, il m'a dit que c'est sa maman qui lui avait donné ces pierres, que c'est dans la famille, on garde ces pierres. Mais en même temps, étonnant encore, quand je lui dis, mais ta mère t'offre des pierres, pourquoi tu dois voyager avec des pierres pour le Cameroun, pour l'Europe? Et puis il dit, ah, non, ce sont des pierres qui appartenaient à son frère qui était décédé. C'est un héritage familial. En tout cas, vraiment, depuis que le monsieur est arrivé dans ma vie, tout a basculé. Et ce qui est curieux, c'est que ce n'est que une relation colérique. Et déjà que j'avais des enfants, et ma belle-mère, chaque fois, m'appelait toujours pour dire, oh, je serais simplement contente que le jour où il y aura un enfant là-bas qui m'appartient. Franchement, c'était devenu très grave. Des malaises, tu te réveilles, c'est comme si tu as l'impression que tu as travaillé toute une nuit et pourtant tu n'as rien fait. Même, donc même les relations, même sexuelles, non, je ne l'ai même pas. Et dire qu'avec le gars, il allait même jusqu'à se plaindre les nuits où je touchais. Je touche mon mari, carrément, ça devient comme si je n'avais pas le droit de le toucher la nuit. Je ne sais pas s'il voyageait la nuit ou pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le gars avait des réactions tellement bizarres que après, quand tu lui dis que tu as fait telle chose, il ne se retrouve pas dans ce que tu dis qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui se passe, le gars te nie au point que tu te demandes si c'était la personne même qui était là. Et bon, je me suis mise dans les prières, mais je me rends compte que mes prières rendent le gars vraiment de plus en plus farouche. J'ai l'impression que j'ai un agent du diable auprès de moi. Et oh, il me dit, mais il traite mes prières de sorcellerie et tout et tout. C'est comme si quand je dis que le feu de Jésus, j'ai l'impression que il devient encore plus colérique. Il allait jusqu'à m'interdire de voir les émissions religieuses, me disant que je vais sortir avec les pasteurs que je suis en train de voir à la télévision là. C'est-à-dire, le gars a des réactions vraiment troublantes que tu te poses la question de savoir est-ce qu'il est dans ce monde avec toi. Et il fait tout ça avec la complicité de sa mère. Et un jour, il est sorti, il a oublié son téléphone. C'est là où je me rends compte que le gars, en fait, cause avec sa maman des histoires de marabout avec un numéro avec lequel il n'a pas enregistré, il n'a pas mis, c'est un numéro qui n'est pas dans son répertoire, c'est juste des chiffres, quoi. Et par curiosité, j'avais regardé, c'est là où j'ai compris. Sa mère disait, oh, si tu envoies encore de l'argent un peu, on va faire un autre travail, comme ça, le marabout va faire ceci. Alors que c'était quelqu'un qui me faisait croire il ne croyait pas au marabout. C'est là où j'ai compris que j'ai été envoûtée parce que au départ, mon papa n'était pas d'accord pour le mariage même, mais j'ai fait la tête, je me suis mariée et aujourd'hui, je peux dire je regrette parce que ce garçon n'est pas prêt à donner l'amour. Il nie tous les phénomènes qu'il fait. On a fait 3 ans ensemble. Je ne connais pas un de ses amis, mais il sort, il part, il revient. Et aujourd'hui, je peux dire que bon, je sais pas, je remercie Dieu parce que je suis encore là en train de parler aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui se passent que tu te poses la question de savoir. Hier, ma vie était tranquille, mais à cause du mariage, je me suis retrouvée dans des histoires. C'est-à-dire que le gars, c'est comme si pour lui, on dirait que les papiers, il fallait qu'il se trouve un chemin pour arriver en Europe, pour avoir des papiers sûrs, pour ne pas être en train d'être un sans-papier. Mais bon, tout ce que je peux dire aux filles, c'est que faites attention à qui vous invitez dans votre vie pour un mariage. Certes, on ne s'était pas marié à l'église, mais c'est quand il est arrivé ici que je me suis rendu compte que ce garçon ne connaissait même pas un mot dans la Bible. Parce qu'au départ, quand je lui avais dit qu'il faut qu'on se marie à l'église, il m'avait dit que non, il va se marier comme ses parents à l'église. Ses parents sont mariés à l'âge adulte. En fait, j'ai tellement souffert
dans cette relation que j'ai subi des pertes de mémoire très, très régulièrement et des maladies. Mais quand on va à l'hôpital, on dit qu'il n'y a rien. Mais pourtant, je me sens pas bien. Euh, Vraiment, j'aimerais simplement dire, faites attention les filles. Euh, Même si c'est une relation depuis longtemps et que nous qui allons chercher les personnes en Afrique pour venir ici, franchement, faut réfléchir, faut inviter Dieu. Et le gars veut me faire comprendre que ce que je pense, ce n'est pas ça, que c'est comme si je suis un peu paranoïaque. Je lui ai dit non, je suis pas paranoïaque. Je pense que je me suis vite lancée dans ce mariage avec toi et tu ne me donnes pas d'amour. Tout ce que j'ai, c'est des critiques, des insultes, me chiffonner auprès des gens. Et toi, tu dis que tu ne te reconnais pas dans ça. Si tu ne te reconnais pas dans ça, ça veut dire qu'il y a un esprit qui agit en toi et tu ne reconnais pas ce que tu fais. C'est-à-dire, il manque sur toute la ligne. Le gars allait jusqu'à me dire que il est là, il attend juste ses papiers et c'est tout. Bon, je lui ai dit, mais non. Donc, en fait, à un moment donné, c'était tellement grave qu'il a fallu que j'introduise la police parce que il y avait des nuits où je me retrouvais carrément avec un liquide blanc qui sortait de ma bouche. Je me reconnaissais plus. Et je me dis, j'ai rien mangé d'étonnant, mais je n'ai que toi avec moi dans la maison, qui est l'adulte comme moi. J'ai pas d'amis, personne qui vient dans cette maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que la nuit, je puisse sortir de la mousse blanche de ma bouche? En fait, les violences se sont accentuées. J'ai dû informer la police. Et le gars a tout nié, tout nié. Mais franchement, c'est long. Tout ce que je peux vous dire, c'est que faites attention à qui vous invitez dans votre vie. Et il ne faut pas se cacher, dire qu'on va supporter le mariage. Et pour avoir peur du regard des autres, il faut être capable de dénoncer toutes les personnes qui nous font souffrir en silence au nom de l'amour. Merci. Merci encore DMG pour tout ce que tu fais. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle tu vas écouter cet audio. Voilà, en fait, je voudrais intervenir sur l'épisode 241, l'émission 241, où il y a un des auditeurs, un des abonnés qui est passé parler je sais pas, je me rappelle plus du mot en camerounais qu'il a donné pour les enfants qu'on travaille et qui sont censés soutenir la famille. C'est vrai, j'ai fait quelques commentaires écrits, mais je pense que, sans toutefois juger, hein, chacun donne son opinion, je pense, et il y a des éclaircissements qu'il faut peut-être apporter par rapport à ce genre de situation. Bon, moi j'interviens parce que lui, il a plus fait état des bienfaits de ce travail-là, hein, c'est-à-dire d'arranger l'enfant. Je crois que c'est l'oncoman dont il a parlé, d'arranger les enfants pour qu'ils aident la famille. Et malheureusement, je ne suis pas tout à fait d'accord ça reste mon opinion et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit parce que il y a des personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation et qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe ou ce qu'ils arrive. Je m'explique. Quand on décide de travailler l'enfant, je pense que c'est pour garantir une certaine sécurité dans la famille ou dans le clan, peu importe, mais il y a toujours une contrepartie. La contrepartie, c'est laquelle? Moi, je suis gabonaise, je suis fan, et je pense que tous les Gabonais qui suivent l'émission savent que les fans, les filles fans en particulier, ont parfois ce qu'on appelle la cara, c'est-à-dire on te donne, je ne sais pas si c'est un totem ou si c'est un esprit, et ça dépend de ce que les parents disent sur toi.
La cara peut être pour certaines femmes de sortir qu'avec des hommes riches. Et ces femmes-là sont comme des esclaves en fait de la famille. Elles aident financièrement la famille, mais elles ne sont pas heureuses. Heureuses dans le sens où elles ont du mal à se marier. Parfois, elles ne font pas d'enfants. Donc, de dire que l'oncoman est toujours bien, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est valable aussi pour certains hommes, hein, parce que la cara ne concerne pas uniquement que les femmes. Il y a des hommes aussi qui sont victimes d'Akara. Et ils le découvrent parfois des années plus tard. Et il faut faire des rituels, je pense qu'ils sont assez compliqués au niveau de la tradition pour détruire ces Akara-là. Je ne connais pas bien quels sont les rituels, malheureusement. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches là-dessus parce que en Afrique, on n'écrit quasiment rien. Mais je trouve ça déstabilisant et désolant de prendre un nouveau-né, que ce soit une fille ou un garçon, de le travailler pour être au service de la famille, au détriment du bonheur de cet enfant-là. C'est de l'égoïsme pur et simple. Pourquoi? Parce qu'on ne pense pas au bonheur de cet enfant. Moi, je serais d'avis qu'on dise qu'on travaille l'enfant, qu'il rende sa famille prospère, qu'il s'occupe de sa famille, mais qu'en contrepartie, cet enfant-là aussi, de son côté, soit heureux, qu'il ait une famille, qu'il fasse des enfants, qu'il s'épanouisse dans son foyer, qu'il ait un bon travail. Je serais d'avis que c'est bénéfique. Mais quand on écoute les témoignages des personnes qui ont été victimes ou qui savent qu'elles sont impactées par cet akara, il y a toujours une contrepartie négative. Moi, je n'ai rien contre les traditions. Je suis d'avis qu'à un moment donné, on a besoin de se tourner vers nos traditions, de repartir aux sources pour certaines choses. Mais il y a aussi ce petit côté négatif-là qu'il faut, je pense, penser à évincer. Donc, c'était pour revenir sur l'épisode 241, parce qu'il y a eu beaucoup d'avis, j'ai vu les commentaires. Il y a eu beaucoup d'avis, il y a eu beaucoup de commentaires par rapport par rapport à l'intervention de cet abonné-là. Peut-être que chez lui, ça se passe comme ça. Mais pour moi qui suis gabonaise, vous pouvez demander à certains, et je pense que ceux qui écoutent pourront aussi confirmer, il y a toujours une contrepartie négative. Donc voilà, DMG, pour revenir sur cette affaire de Nkoman. Donc, on reste dans les commentaires et puis on attend l'avis des uns et des autres. Merci de liker, de partager et puis on se dit à très bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe rapidement à la quatrième histoire, sans plus tarder. Hein. Quatrième histoire. Allô, bonjour DMG. Merci beaucoup pour cette excellente émission qui nous édifie tous. On se rend compte qu'on n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu la même histoire. Alors, likez et partagez. Alors, aujourd'hui, moi, je viens raconter une histoire qui se passe au Congo-Brazza, tout précisément dans la ville de Pointe-Noire. Cette histoire, c'est ma propre histoire à moi-même. Tout commence en 2014, lorsque je rentre de mes études. Je trouve un travail, un très très bon travail dans une société pétrolière de la place, dont je tairai le nom. Et l'avantage que j'avais d'avoir ce travail dans cette ville, c'est que ma famille y habitait aussi dans cette même ville. Et donc, du coup, mon papa m'a dit, étant très jeune, n'ayant aucune famille, qu'il n'était pas nécessaire que j'aille en location quelque part dans la ville et que je pouvais habiter avec eux. Et il faut savoir que mon père, c'est un homme d'affaires, il a investi dans l'immobilier, c'est un entrepreneur. Il a construit beaucoup de maisons, des apparts, des immeubles, et il a plein de quincailleries dans la ville et dans le pays. Donc, au standard africain, c'est ce qu'on appelle, on peut dire que mon père est riche. Donc, bref, voilà comment j'habite à la maison, je vais travailler, même la voiture que j'utilisais, c'est une voiture de mon papa. Donc, moi, du coup, j'avais pas les mêmes soucis, des problèmes que mes collègues, quoi. Genre, à la fin du mois, payer un loyer, payer l'école des enfants, la maison, tout ce que les adultes payent. Là, j'avais pas ça. Je suis d'une fratrie de 5 enfants, dont je suis l'aîné.
J'ai 23 ans et je suis aînée ex aequo, c'est-à-dire je suis née avec un frère. Je suis jumelle. Donc nous sommes les aînés et on a encore 3 autres petits frères et sœurs. Donc voilà, comme ça, dans ma boîte, en travaillant, en Afrique, quand on travaille, on est un peu comme une famille, on se dit un peu tout, quoi. On raconte au bureau, après le travail, on va prendre un pot, on organise des choses, on va en boîte. C'est comme ça, quand il y a un événement, on cotise pour les autres. C'est comme ça que j'avais remarqué que dans la boîte, les gens aimaient venir me demander de les prêter de l'argent. Ce n'était pas que moi, hein, ils font ça avec les autres aussi. Donc, je prêtais au début, après je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas des prêts par intérêt? C'est ridicule de prêter de l'argent comme ça, sans raison et tout. Je ne suis pas là à résoudre les problèmes des gens. Alors, j'ai commencé à faire des prêts par intérêt, et du bouche à oreille, ça a marché. Ça marchait, ça c'est devenu un grand truc. Tout le monde venait prendre chez moi, même les directeurs étaient au courant. Voilà. Mais je n'en faisais pas toujours un business sérieux, donné. Donc parfois je pouvais prêter à certaines personnes. C'était à la tête du client. Certains je donnais avec intérêt, d'autres sans intérêt, d'autres allaient même avec mon argent. Donc c'était comme ça. Mais à la fin de la journée, ça marchait. Si bien qu'il arrivait des périodes sur tout un trimestre, 3 mois, je touchais même plus mon salaire, quoi. Moi, mon argent, c'était pour m'habiller, mes voyages, mes copines, les boîtes de nuit, des choses comme ça. Mais rien d'autre. Je n'avais pas les dépenses d'un adulte. Voilà comment dans la boîte, à un moment, un de mes collègues avec qui je m'entendais bien, on tombe amoureux. Bon, pas un collègue dans le même département, mais dans la même boîte. On tombe amoureux, on se décide de se marier. J'en parle à ma mère. Je dis à ma mère, parce que ma mère et moi, il faut savoir qu'on a un très très bon contact et on n'a que 16 ans d'écart. Ma mère nous a eu, on était très jeunes. Donc elle est tombée enceinte avec 15 ans, le temps d'accoucher 16 ans. Vraiment, c'est comme une grande sœur à moi, quoi. Quand on est ensemble, on aurait dit ma grande sœur. Elle prend soin d'elle, elle fait très beaucoup de sport, elle mange pas n'importe quoi. Et donc elle est très bien conservée. Et avec son fils, c'est encore pire, tu diras même que c'est lui le grand frère. Bref, donc ma mère me dit, écoute ma fille, tu es adulte vaccinée majeure, si tu veux te marier, tu peux te marier, tu as fini tes études, tu peux te marier. Et moi-même, ta maman, je t'ai eu très jeune. Maintenant, on en parle à mon papa. Alors là, monsieur, papa, il ne voulait pas. Mon papa, il était catégorique, il ne voulait pas de ce mariage. Et il avait des arguments pertinents. Bon, pertinents pour lui, je ne sais pas si c'était si pertinent. Il me dit, ouais, ce type, déjà, il y a un très grand écart d'âge parce que mon collègue, il avait 20 ans de plus que moi. Donc, il était pratiquement de la génération de mon père, sinon plus âgé que ma mère. Ma mère, à l'époque, elle avait déjà 41 ans. Moi, j'avais 25 ans, il avait 41 ans, ma mère avait 41 ans et mon fiancé 45 ans. Donc, mon père dit, comment tu vas épouser un homme de la génération de tes parents? C'est 20 ans d'écart, c'est trop. Et en plus, c'est suspect, un bon Africain. Comment est-ce que se fait-il que jusqu'à cet âge, il n'est pas marié? C'est pas normal dans nos coutumes africaines, un homme de cet âge. Soit il est marié, il est divorcé, mais pas de mari, pas de femme, pas d'enfant. Ou c'est un homme stérile, ou c'est un homme bizarre, ou même peut-être c'est un ritualiste. Moi, je voulais rien comprendre, mais mon papa, je le respecte beaucoup. Il nous a éduqués de manière que quand il a pris une décision, on ne dit rien. Donc, je n'ai pas riposté, mais je n'étais pas contente. Donc, j'ai mis la pression à ma mère. Et ma mère, elle est cool, c'est le genre de personne, elle est toujours positive. Et pour elle, tout va aller. Elle n'est jamais en train de paniquer. Elle a réussi à convaincre mon père au bout d'un moment. Et voilà comment mon père, malgré lui, il organise le mariage. Et il dit à ma fille, à ma maman, si quelque chose arrive, c'est sera toi ta faute. Maman dit non, ça va. Le mariage, c'est pas la fin du monde. S'il divorce, elle a tout le temps de se remarier. Voilà comment on organise le mariage. Et mon père dit, bon, d'accord, tu te maries, tu vas quitter la maison familiale, mais tu ne vas pas habiter chez ce monsieur, tu vas habiter dans l'une de mes maisons. Et comme je vous disais, mon papa a plein de maisons dans la ville et des belles maisons. Donc, on a loué une maison. Il nous a fait un prix très, très moins cher de famille. C'était presque, je pense que nos factures d'électricité et d'eau étaient même plus élevées que ce loyer. Bref, c'était juste symbolique. En fait, on payait presque rien. Donc, on est resté là et très tôt, je suis tombée enceinte après le mariage. Quand je tombe enceinte, aussitôt mon mari commence à tomber malade. Il fait des petites fièvres, des petites maladies, tout ça. Ça passe, un jour il est au travail, un jour il revient, machin. Ah, mais bizarre. Et lui aussi, sa famille vivait dans la même ville. Ils étaient bien avec moi au début, ils venaient, ma belle-sœur, tout le monde était aux petits soins et tout. Donc, il tombait de temps en temps malade, c'était rien d'inquiétant et tout. Après ça, je commençais moi aussi à faire des rêves bizarres. Quand je dors la nuit, je rêve que mon mari me dit, allons nous balader au bord de la plage. On va au bord de la plage. À un moment, il disparaît. Quand je le vois, il apparaît. Et il a des habits en lambeaux, déchirés, du charbon au visage, des cheveux bourrifiés. Il est comme un fou. Il commence à m'attaquer.
Il me renverse sur le sol, il commence à me battre. Et après, j'ai une force surnaturelle qui me prend, je le renverse, je le mets à terre, son dos sur le sol, et c'est moi qui est au-dessus, qui le bastonne, qui le frappe. Je suis dessus, et après je me réveille. Alors qu'en réalité, je n'aurais jamais pu avoir une force dans la réalité de frapper sur mon mari comme ça. Ça, c'était jamais possible dans la réalité. Mais dans ce rêve, je faisais ça. Et c'est un rêve que j'ai fait au moins 3 fois. Et notre rêve, c'est parfois on est dans un train, et cet endroit, c'est pas le Congo, mais je ne sais pas où c'est. Il a un enfant dans ses mains, et cet enfant, c'est une fille. Et du coup, il y a de l'eau qui vient, qui rentre dans le train, l'eau nous sépare. Lui, il part d'un côté, moi, je pars. Et moi, dans ce rêve, j'ai que le souci de prendre mon enfant. Je lui dis, donne-moi mon enfant, donne-moi mon enfant. Je crie. Et je me réveille en criant. Il me dit, chérie, réveille-toi, tu es en train de rêver. Je dis, ah, d'accord. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? J'ai fait encore le même rêve. Il me dit, non, mais c'est juste le rêve. Je raconte à ma mère. Comme d'habitude, madame, elle banalise, oh, c'est rien. Mais je n'osais pas dire ce rêve à mon père, parce que mon père, c'est pas le genre de personne tu vas lui raconter des choses. Il est trop sérieux. Donc, voilà, je continue ma vie. Chemin faisant, je continue mes prêts par intérêt. Ma grossesse évolue. Aux environs de 7 mois, je devais aller en congé maternité. Donc, la boîte embauche quelqu'un comme un stagiaire qui devait me remplacer le temps que je suis en congé maternité. J'avais jumelé mes congés maternité et mon congé annuel, donc ça faisait une période de 5 mois. Voilà comment je forme un monsieur. Et le monsieur que la boîte embauche comme stagiaire, il était bizarre. C'était un monsieur, il était toujours bien habillé, ça c'est rien de mal à ça dans le milieu. Mais c'était les mêmes habits. Il avait le même, je ne sais pas s'il avait le même pantalon en 100 ou en 10 ou 20, je ne sais pas, mais il avait les mêmes habits tous les jours, très bien habillé, cravate. Pas de costume, mais une cravate, une belle chemise longue manche fermée jusqu'au cou, des pantalons bien là, cintrés et tout, propre et tout, et une mallette à la main, et dans l'autre main, une Bible et une croix. On aurait dit un professeur très sérieux ou bien un pasteur, je ne sais pas. Voilà comment au bureau, jamais il s'est mélangé à nous. Quand après le boulot, tu veux lui déposer, il refuse, au point même que s'il attend un taxi et qu'il nous voit venir, il tourne son visage pour ne pas que tu t'arrêtes pour le prendre. À ce point. On raconte des choses au bureau, il rentre pas dans nos causeries. À midi, entre midi et 2, on veut manger avec lui, il veut pas. Ben, on l'a laissé, toujours le visage sérieux, aucune habitude africaine, au point qu'on l'avait nommé dans son dos. Mutanga, comment on dit encore chez nous, Mundele, ça veut dire le blanc. Quand on appelait le blanc, il n'était pas au courant de ce petit surnom. Bref, après ça, je suis allée en congé maternité. Un matin, j'ai eu des envies de manger des oranges. Je me suis levée, je suis allée partir au supermarché. Sur le chemin pour aller au supermarché, avant même d'arriver au supermarché, un taxi vient de nulle part, il me percute. J'ai à peine senti ce qui s'est passé. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a percuté sur l'aile droite de la voiture, le côté droit, là-haut avant de la voiture. Et ma voiture était haute, c'était un 4x4. Et lui, c'était un petit taxi, je vous assure. Sa voiture était bousillée, le tuyau d'échappement et le réservoir de la voiture, le pot d'échappement, c'est le, comment on appelle le pot, c'est pas le pot d'échappement, c'est pas l'arrière, c'est le devant, là, c'était complètement bousillé. Les phares avant, tout ça, là, le radiateur, voilà, c'est ça, c'était bousillé. Le capot cassé, il y avait 5 personnes à l'intérieur, tous ont eu des bobos, des blessures à la tête, à l'épaule, au corps. Moi, je suis sortie indemne, j'avais juste une petite échymose sur l'épaule gauche. Je pense que c'est la ceinture qui m'a retenue. Avec l'impact, j'ai dû sauter. J'aurais peut-être cassé mon visage ou autre chose si la ceinture ne m'avait pas retenue sur mon siège. Donc, juste la roue avant qui était touchée. Donc, bref, le taximan sort. Il vient, il me prend par le col. Vous n'avez pas pu arrêter. Pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté, madame? Vous voulez nous tuer ou quoi? J'étais là, je ne comprenais rien. J'avais les vertiges et tout. Heureusement, il y avait des gens qui sont venus l'arrêter. Ils ont dit, mais arrêtez, mais c'est une femme enceinte. Vous n'allez pas quand même vous en prendre à une femme enceinte. Je t'assure, DMG, que si je n'étais pas enceinte ce jour, il se peut que ces gens, toute la foule là, m'aurait lynché, quoi. Mais plus tard, quand la police est venue faire le constat, on s'est rendu compte qu'en fait, le taxi avait brûlé le feu. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas marqué le stop au feu. Donc, c'est pour ça l'impact était si grave. Donc, ce n'était pas ma faute. Bref, je suis allée à l'hôpital. Pendant que j'étais à l'hôpital en observation, comme j'étais en terme, voilà comment mon frère, j'ai un frère jumeau, c'est lui qui va chez moi. Il entre dans ma maison où j'avais loué avec mon mari. Il fouille dans la maison, il trouve de l'argent en espèces, une grande somme d'argent. Il prend ça en espèces et il voyage dans un pays voisin. Il apprend que sa jumelle est à l'hôpital, elle s'est fait mal, elle a eu l'accident, elle est enceinte. Mais non, monsieur, ce n'était pas son souci.
C'était de prendre mon argent et fuir. Lui n'a pas voulu faire les études, donc il est resté là comme enfant gâté à la maison. Il a fui dans un pays voisin. Je ne sais pas s'il est allé au Cameroun ou au Congo, Kinshasa ou bien au Gabon, mais en tout cas, il est sorti du Congo, Brazza. Quand j'ai eu ça, ça m'a choqué. Ma mère, elle a banalisé, non, laisse ça, c'est ton premier mari, c'est ton jumeau, il est venu avec toi. Donc, si lui ne te vole pas, qui va te voler? Laisse, c'est la famille. Et cet argent ne peut rien te détruire et tout. Elle m'a rassurée comme ça, j'ai laissé passer. Je suis rentrée à la maison. 10 jours après cet incident, voilà comment je vais pour mon contrôle de routine pour accoucher. Maintenant, pas pour accoucher, juste pour voir le gynéco. À la réception, on me dit que votre médecin a transféré votre dossier, elle n'a fait plus accoucher, maintenant vous avez un nouveau médecin. Moi, je me dis, mais comment ça? Comment mon médecin peut me laisser tomber comme ça? Ça m'a un peu choquée, quoi. Elle m'a même pas appelé. Elle m'a même pas appelé pour me parler, elle a juste fait ça, c'est pas normal. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. C'était la meilleure clinique de la ville, la crème de la crème. Donc, s'il y a un autre médecin, forcément, c'est un médecin qualifié. On m'envoie chez un autre médecin. Voilà comment ce nouveau médecin-là me dit, oh, vous êtes à terme, il faut que on vous fasse accoucher. J'ai dit, mais non, docteur, ça c'est une visite de routine, vous ne pouvez pas me faire accoucher alors que je n'ai pas de contractions et tout. Elle dit, non, on va vous observer, on vous met en observation, s'il n'y a rien, vous rentrez chez vous. Je rentre comme ça, elle vient, elle me fait poser une perfusion. Je dis, mais pourquoi la perfusion si je suis en observation? Oh non, c'est juste pour... Alors que ce que je ne savais pas, c'est que c'était pour provoquer les contractions. Voilà comment je commence à rentrer en travail. Des contractions sur contractions. Et finalement, je commence à rendre, le ventre me fait mal, j'avais très très mal, je t'assure que j'ai jamais eu autant mal. Et moi je suis du genre, je supporte, je suis comme ma mère, je suis positive toujours. Et j'ai honte quoi de manifester, pleurer, tout ça là, ça me fait honte. Donc elles m'ont laissé là, elles se disaient donc comme je n'ai pas mal, en Afrique quand tu accouches il faut faire la folie, à jouer que tu vas mourir là, tu fais du bruit, tu embêtes, là on te prend en charge. Mais si tu es là calme, on pense que, alors que non. Donc c'est ce qui s'est passé, là ma mère vient. Elle dit non, mais docteur, ma fille est en train de mourir, allez la faire accoucher. Quand ils vont, ils se rendent compte que l'enfant ne descend pas, donc il faut faire une césarienne en urgence. Ils me font la césarienne. Pendant qu'ils font la césarienne, j'entends comme ils disent, mais on est en train de la perdre, elle fait une hypotension. Donc ma tension baissait et tout. Mais moi, j'entendais leur voix très loin, comme s'ils étaient dans un tunnel. Donc la mort, c'est pas vraiment quelque chose qui fait peur. On a peur de mourir pour rien là. C'était calme, j'avais pas peur, j'étais en paix, quoi. J'étais très sereine. Après, je me réveille, quelques heures plus tard, je suis dans une pièce, je vois tout le monde au visage triste, ma mère, mon père, mon mari, toute ma famille proche. Oh, faut être forte. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, l'enfant n'a pas survécu. Je dis, mais non, c'est pas vrai ça. Comment ça, l'enfant n'a pas survécu? Une grossesse bien qui s'est passée sans problème. Oui, mais c'est ça. L'enfant est sorti avec trois cordons ombilicaux autour du cou. Ok, je n'ai pas pleuré, je faisais en fait un déni, quoi. Ma mère me dit, bon, tu rentres chez moi, tu ne vas pas dans ton foyer parce qu'il faut que tu oublies un peu tout ce qui s'est passé. Je vais chez ma mère. Je suis avec ma mère là une semaine. On prépare, on sort, on revient, comme si de rien n'était. Et après ça, un jour, je dis, bon, je vais chez moi un peu à la maison voir mon mari. Je rentre chez moi. C'est quand je vois maintenant le lit, l'installation du bébé, tout ce que j'avais prévu, la chambre et tout. C'est là que je réalise vraiment que l'enfant n'est pas là. Et je commence à pleurer. Je suis très mal et tout. Et après ça, j'ai pris la voiture. J'avais la césarienne, mais je conduisais ma grosse voiture. Je suis allée au travail et tout. Je suis allée à la clinique où j'ai perdu l'enfant. Tout le temps, je venais là, je m'assois là, je regarde le bloc là. Et ça m'apaisait de faire ça en fait. C'était comme un réconfort pour moi d'aller tous les jours là-bas. Je reste là, je reste des heures. Là, si bien que le personnel de la clinique, il me connaissait, personne ne me disait plus rien, on me regardait faire et tout. Et un jour, voilà comment une des sages-femmes qui était là le jour de l'accouchement, elle m'a reconnue, elle m'a appelée. Elle me voyait déjà venir chaque fois. Elle me souriait, elle passait. Mais là, ce jour, elle m'appelle, ma fille. J'ai dit oui, venez me voir un peu dans mon bureau. Je viens, elle me dit, est-ce que tu crois en Dieu, toi? J'ai dit oui, je crois en Dieu, je suis religieuse et tout. Elle dit alors, il faut laisser partir cet enfant. Je dis, ben moi, je ne viens pas chercher l'enfant, il sait qu'elle n'est pas là, mais ça m'apaise de voir le dernier endroit où j'ai vu cet enfant. Je n'ai même pas eu le temps de regarder son corps, j'ai juste vu son visage mort et tout. Et elle me dit, oui, cet enfant est mort pour que toi tu vives. On a pensé te perdre dans cette pièce-là. On croyait que tu devais mourir. On ne sait même pas comment tu as pu survivre parce que tu faisais une baisse de tension. J'ai dit, oui, j'entendais vos voix quand vous disiez ça. Vous étiez loin comme dans un tunnel. Elle dit, non, on était là à côté de toi, on parlait fort même. Tu étais là. Mais donc laisse. Quand elle m'a dit ça, sur le champ, je sentis comme une paix intérieure, comme si elle m'avait versé une douche froide, quoi.
Mon cœur s'est apaisé, je n'avais plus de chagrin ni de regret. Je suis partie, je continuais à vivre et tout. Après, je commençais à saigner, saigner. Je ne m'alertais pas. J'étais là, je n'ai même pas dit à ma mère. Et un jour, je suis tombée dans les pommes, j'ai vu noir. On m'a amené à l'hôpital. Il paraît qu'ils n'avaient jamais nettoyé bien le placenta. Le médecin s'était planté quand elle a vu que l'enfant est mort. Elle a vite fermé et tout. Bref. Donc, après ça, mon papa me dit, bon, pour ne pas rester dans ton chagrin, tu vas m'accompagner dans ton voyage. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que mon mari, dès qu'on s'est mariés, je vous jure, 3 mois après, il commençait à faire des petites maladies. Il tombait malade, il se remettait, ainsi de suite. Là, mon papa me dit, tu m'accompagnes dans mes voyages, je vais acheter les finitions pour mes constructions et tout. On devait faire 2 voyages, la Chine et Dubaï. Pendant qu'on était à Dubaï, on m'appelle, il faut revenir rapidement. Ton mari, ça ne va pas ici. Ah, mais il tombe toujours malade, c'est quoi? C'est pas le palude? Non, non, là, c'est grave, il est hospitalisé. Ok, je modifie mon billet, je rentre. Je rentre au pays, je trouve mon mari qui est dans la clinique là-haut. J'ai perdu l'enfant. Je dis non, ça ne peut pas se passer comme ça. J'étais très fâchée avec cette clinique, donc je l'ai enlevé là, je l'ai amené dans une autre clinique. On a fait au moins 3 cliniques de la ville, les meilleures de la ville. Rien à faire. Voilà comment il y a un médecin qui nous dit, si vous pouvez voyager en France ou à l'étranger, allez-y voir un peu parce que ces examens ne sont pas concluants. Un coup, on voit l'hypertension, un autre coup, la goutte, on ne sait pas. Voilà comment on est allé en France. On arrive en France. En France, effectivement, ils voyaient les mêmes choses aussi. Donc, il avait l'air d'aller un peu mieux. Il me dit, mais chérie, ça fait 3 semaines qu'on est là, tu es à mon chevet, dans un milieu triste comme ça, va un peu te faire plaisir. Je sais que tu aimes bien les habits, va t'acheter des sacs, des habits, des choses de femmes. Je dis, t'es sûr? Il dit, oui, va. Je t'assure, DMG, je sors, même pas 2 heures, mon téléphone sonne. J'étais au niveau du parking, la terrasse du jardin de Tuileries, là, j'étais là, à Paris, au jardin des Tuileries, il m'appelle. Je vois, c'est l'hôpital, venez, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai dit, c'est quoi? J'ai eu peur, je sentais que c'était pas bon. Je reviens, on me dit, je rentre dans la pièce, je vois le drap blanc. Ah, votre mari est décédé. J'ai dit, comment on venait de parler là et tout, ça allait bien maintenant. Il dit, non, il est décédé. Je prends le téléphone, j'appelle la famille en Afrique pour informer tout le monde, ma belle famille, ma famille. Mon beau-papa me crie au téléphone, tu as sacrifié mon fils. Mon fils n'était jamais malade. Dès qu'il t'a épousé, il a commencé à tomber malade. Toi et ton papa, vous êtes des maris des nuits. Il m'a dit des choses, comme quelqu'un qui vidait son sac. Tout le monde m'a... Et puis j'ai dit, bon, j'ai raccroché, je l'ai coupé au téléphone. J'ai dit ça à ma mère, mais t'occupe pas. Ma mère a pris le billet, elle est venue. Elle m'a aidé, on a rapatrié la dépouille. On est arrivé. Quand on arrive, on fait la veillée chez mon beau-parent, mes beaux-parents. Maintenant, le matin, au lever du corps, le beau-père vient me dire, non, je ne veux pas que ma belle-fille et sa famille viennent. C'est mon fils. Je l'ai vu quand il est venu au monde, je vais être la dernière personne à le voir. Il y a maintenant discussion là et tout. Moi, je dis non, je veux venir. Après, ma famille m'a dit non, laisse-les faire. Ils sont partis, nous on est rentrés chez nous. Quand on rentre chez nous, peut-être 1 heure après, comme ça, un 6e sens me dit non, 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 ne reste pas là, va voir qu'est-ce que ton beau-père veut faire. Je dis à ma mère, maman, moi je dois partir au cimetière. Ma mère me dit, bon, t'as déjà dîné, papa. Je dis non, je vais y aller. Elle dit, bon, si tu pars, on ne peut pas te laisser aller seul comme ça, on va avec toi. Ma mère, mon père, il y avait 2 autres cousins, on est partis, on a pris la voiture. On arrive au cimetière comme ça. Donc il y avait des gens qui nous ont déjà vus, ils ont averti au père que sa femme arrive avec sa famille. Le papa là a commencé encore à faire le bruit, il parlait beaucoup. Laissez-la venir. Je suis arrivée sans faire de problème. Je dis, moi je veux voir encore mon mari. J'arrive comme ça, je trouve qu'ils ont posé le cercueil dans la tombe et ils ont ouvert le cercueil. Ah, et pourquoi ouvrir le cercueil alors que c'est là où il faut fermer ça? Je vois comment mon beau-père me dit, c'est bon, tu as vu, tu peux repartir. J'ai dit, non, je veux voir comment vous allez mettre la terre dessus. Une dispute commence encore là, entre nous là. Il remet les mêmes paroles qu'il a dit. C'est mon fils, j'ai le droit, tout ça. J'ai dit, moi aussi, c'est mon mari. Et de son vivant, on n'avait pas de problème. Donc, c'est quelqu'un qui me voulait du bien. Je n'ai pas à avoir peur de lui. C'est moi qui restais avec lui quand il est décédé. Toi, tu l'as vu quand il est né. Moi, je l'ai vu quand il est mort. Donc, on est resté là. Eh, d'accord, comme tu veux. Je te dis DMG. DMG. Mon beau-père sort de sa poche un sac plastique dans lequel il y avait ma photo d'identité, la photo de l'enfant décédé, mes sous-vêtements, slip, soutien et une chaînette en or que mon mari porte depuis qu'il est né. C'est une chaînette baptême, quoi. Ça n'a rien à voir avec un baptême. C'était des chrétiens, des catholiques. Il avait une chaînette qu'on l'avait donnée de baptême qu'il mettait. Et l'alliance, voilà notre alliance de mariage. Il prend tout ça,
il ouvre le costume du corps, là, du mort, là, il met ça dedans, il dit, ça c'était les choses que tu mets de ton vivant, parle avec. Il lit ça au corps comme ça. Il referme le costume. Et après, maintenant, moi je dis à mon papa, mais papa, t'as vu ce qu'il a fait là? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est grave ça. Papa dit, il vient de signer, il vient de déceler un pacte. Mais ne t'en fais pas. Les pactes là, ce genre de pacte, ça tient les coupables. Tu es ma fille, je sais que tu n'es pas dans ce genre de choses. Tu es main blanche dans cette histoire, tu sortiras main blanche. Ok, d'accord. Mais non, on est parti de là. Quand il a fait ça, on n'a plus voulu rester. Mon père dit, quand on part, tu ne regardes pas derrière, tu marches seulement. J'ai obéi à mon père, il m'a appris, on est sorti du cimetière. Et déjà, quand on est arrivé aussi, il y a une de ses cousines, j'ai oublié de dire, qui me dit, oh, regarde le mort en train de pleurer. Je regarde, je dis non, il ne pleure pas. Il dit si. Maintenant, effectivement, quand je vois comme de l'eau qui ruisselle un peu sur la joue. Mais je dis à ma belle-soeur, mais non, mais c'est normal. Le corps est resté dans le froid, c'est normal que ça fait ça. Là, c'est l'Afrique centrale, il fait chaud, ça dégivre. C'est une viande, mais non, ce n'est plus lui qui est là, c'est ça l'enveloppe seulement. J'ai banalisé les trucs. Mon beau-père me jette un regard noir quand je dis ça. En tout cas, eux, ils sont restés convaincus que c'était les larmes. Sa cousine l'a interprété qu'il était content de voir sa femme. Moi, je dis que c'était juste le corps qui dégivrait. Voilà comment on est parti chez nous. Quand on est arrivé, mon père, il faisait tout pour me plaire, quoi. Il me faisait des cadeaux. Il m'a même offert une voiture. Chez nous, à l'époque, en 2014, si vous vous souvenez, le Prado VX là, venait de sortir, le modèle avec injection, on ne démarre pas avec la clé. Tu appuies sur un bouton là, ça démarre. Il m'a sorti ça là, tout neuf dans le sachet, maison mère. Hein? Et chez nous, on a un peu cette fierté là, quand tu achètes une voiture à la maison mère, il y a un peu un logo là qu'on te met sur la voiture. Donc, quand ça passe là, les gens voient ça, ils savent que oui, ça c'est pas importé. Bon, mon papa, il aimait les belles choses, il aime les belles choses. Il m'a acheté cette voiture pour me faire plaisir. Et il se trouvait que dans la boîte, même le directeur n'avait pas cette voiture. J'étais la seule. Bon, la société, c'est une société pétrolière, elle pouvait se la permettre, mais c'était tout nouveau encore, quoi. Ça venait d'arriver. Après, ils ont acheté ça, un parc immobilier pour tous les directeurs après. Mais au début, là, c'était moi. Donc, quand j'amène ça, là, mes collègues changent. Ils sont là, ils changent de visage. Ah, celle-là, son mari meurt, elle sort une voiture. D'autres, oh, c'est son père, oh, machin. Donc, bref, je reprends le travail. Quand je reprends mon travail DMG, je trouve que le jeune monsieur que j'avais formé, il devient, non seulement il n'est plus en CDD, il est maintenant en CDI. C'est-à-dire, on l'a embauché. Il n'est plus stagiaire, il est maintenant embauché. Ah, c'est bien pour lui, ça lui fait un poste. Mais qui plus est, il devient mon chef maintenant. C'est à lui que je reporte directement. Tiens, je dis, mais comment ça? Je vais en congé, je forme quelqu'un, il devient mon chef. Bon, d'accord. La personne, ça ne me dérangeait pas plus parce que moi, je me disais, ça ne touche pas mon salaire. Et le chef, il n'est pas le genre qui joue au chef, il fait son travail, tu fais ton travail et après c'est tout. Il n'aime même pas bavarder pour lui. Donc, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Parfois même, il est humble. S'il y a un truc qu'il ne comprend pas, il vient me demander, je lui montre. Donc, on avait toujours ces bons rapports professionnels puisque lui, il ne voulait rien d'autre avec les gens. Voilà comment, un jour, quand je dis ça, mon papa demande que je déménage de ma maison que je louais. Il me dit, tu reviens à la maison familiale parce que tu n'as ni enfant ni mari. Pas besoin que tu vives là-bas, reviens ici. Donc, je reviens dans notre maison familiale et je ramène toutes les affaires de mon mari aussi. Dans mon studio, j'installe. Je demande à ma maman, elle me dit, il n'y a pas de problème, mon papa aussi. Mais à un moment, ma mère me dit, mais non, il faut couper les liens. Tu as fini le deuil. Tu ne peux pas garder les choses de ton mari. Il est déjà dans un autre monde. Donc, tu dois donner ça en aumône aux gens. Donne aux églises, donne à qui tu veux. Donc, j'ai appelé mes collègues. Et c'était des bonnes choses. Mon mari aimait s'habiller. C'est encore nous les Congolais. Les beaux trucs et tout. La marque et tout, même si je voulais vendre, mais je n'ai pas voulu vendre. Donc, ses collègues, qui étaient même ses collègues, bien avant que je n'entre dans cette boîte, parce que lui, il travaillait là-bas au moins une dizaine d'années avant que j'arrive, je les ai dit, ils sont venus, ils ont pris, chacun un peu ce qu'il voulait, mais il y avait toujours plein de choses, même des sacs, des gadgets et tout. Voilà comment je suis partie dire à mon collègue, là, qui est devenu mon chef. Je lui ai dit, il y a les choses de mon époux. Puis, je vais lui donner un nom d'emprunt, Patrick. Patrick, est-ce que tu n'es pas intéressé? Mon mari a laissé de très bonnes choses, je n'ai pas jeté. Les autres ont déjà pris. Tu peux aussi, si tu veux, ça t'intéresse. Il me regarde d'une manière sceptique, un peu curieux, mais celle parle de quoi? Après, il me dit, attends, je te donne ma réponse dans 2 jours. J'ai dit, ok, d'accord. 2 jours plus tard, il revient au bureau, il me dit, pour les habits de ton époux, merci, tu peux les garder, je n'en veux pas. Mais par contre, je voudrais que tu me prêtes 50 000. J'ai dit, 50 000, toi, qui ne demandes jamais de l'argent, tu es très réservé là, qu'est-ce qui ne va pas et tout.
Il me dit, non, non, j'ai une urgence. OK. À l'époque, on travaillait entre midi et 2. C'était pas la journée continue. Je rentre à la maison, j'en parle à ma maman. Ma maman me dit, pas de problème. Tu vas lui donner l'argent, mais c'est bizarre. Voilà ce qu'on va faire. Je vais noter tous les numéros de série de cette somme d'argent et on verra. Je dis, maman, elle ne fait pas ça. Elle dit, si, si. Plus tard, je verrai que maman n'avait pas tort. Elle va noter sur un papier tout le numéro de série de chaque billet de 10 000. Je viens, je lui remets ça dans une enveloppe. Il me dit merci. Une semaine, jour pour jour, après, il me ramène la même somme avec des intérêts dessus. J'ouvre l'enveloppe, je regarde. Après, je lui dis, ah mais tu ne devais pas le garder 4 semaines, cet argent? Il dit, mais non, merci, c'est bon, je n'ai plus besoin. Ma femme a fait une tontine et j'ai plus besoin, tu peux prendre ton argent. Il dit, ah d'accord. Je viens, j'oublie même cet argent. Un jour dans ma chambre, peut-être une semaine après, je découvre ça. Et je dis, tiens maman, voilà mon... Je sors de mon studio, je vais dans la grande maison. Je dis à maman, tiens, mon collègue m'a ramené l'argent et tout. Elle dit, déjà, il ne devait pas garder. Je dis, moi aussi, c'était ça ma question aussi. Elle dit, bon, laissons, on va comparer. Elle prend le papier sur lequel elle avait noté les numéros de série. Je t'assure, DMG, c'était le même numéro de série. Les 5 billets, bien comptés. Mais il a ajouté seulement les intérêts. J'ai dit, mais ça signifie quoi ça? Et ma maman, elle me relativisait. Elle dit, oh, peut-être qu'il voulait juste te donner sa participation pour ton deuil et tout. Mais il avait honte comme il est sérieux. Je dis, non, 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 je ne laisse pas passer ça, maman. Je dois le voir. Elle dit, d'accord. Le lendemain, je viens au bureau. Je le vois. Je dis, je veux te voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'attaque direct. Moi, je suis très direct. Pourquoi tu viens me remettre mon argent et les mêmes numéros de série? Il dit, ah, tu t'es rendu compte. Il n'a même pas nié. Hein? Même pas dire non. Il me dit, ah, tu t'es rendu compte. Je dis, oui, je me suis rendu compte. Qu'est-ce que tu as voulu faire là? Il me dit, non, en fait, assieds-toi, je veux te parler. Je dis, tu veux me dire quoi? Il me dit, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui t'est arrivé là, ce sont des attaques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces malheurs se sont passés en l'espace de 2 mois, de avril 2014 à juin 2014. C'est-à-dire l'accident de voiture, le vol d'argent dans la maison, le décès de l'enfant, le décès du mari. Tout ça se passe en 4 mois. En 2 mois, avril à juin. Presque 3 mois par là. Donc, voilà comment il me dit, ce sont les attaques. J'ai dit, des attaques, mais tu parles de quoi? Moi, je n'ai pas d'ennemis. Regarde comme je suis bien avec tout le monde et tout. Je suis jeune, je n'ai même pas encore vécu. Je n'étais même pas là les 7 dernières années dans le pays. Que tu parles de quel ennemi? Il me dit, je te dis, c'est des ennemis. J'ai dit, mais alors, qui est à l'origine? Il me dit, si je te dis qui t'a fait ça, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Tu ne vas pas te relever. Ça va tellement te choquer. C'est des gens que tu ne soupçonnes même pas. J'ai dit, qui? Ma mère, mon père? Il dit, non, ce n'est pas ta famille. J'ai dit, c'est qui? Alors, il dit, des collègues. J'ai dit, alors qui? Quel collègue? Dis-moi le nom. Il n'a jamais voulu me dire le nom. Mais il m'a dit, ça m'a fait attention à tes collègues. Mais il se trouvait que dans la boîte, quand je faisais cette affaire de prêt par intérêt, il y avait des collègues qui avaient des comportements bizarres. Parfois, je donne à quelqu'un des espèces. La personne va me ramener mon argent en chèque. Alors qu'on travaille tous dans la même boîte, on a les mêmes horaires de travail. À quel moment je vais aller à la banque? Moi, je te donne les espèces, tu m'amènes un chèque. Et c'était des chèques parfois sales avec des trucs, des feuilles dessus bizarres. Hein, des trucs comme ça, que la personne, comme si le chèque avait dormi quelque part, comme s'il maudissait mon argent, quoi. D'autres aussi, il vient, il me demande des sommes dérisoires. Donne-moi 2000 francs. Tu veux 2000 que je te le donne ou que je te prête? Parce que 2000 quand même, tu travailles, tu n'as pas 2000 qui te manquent quand même. C'était des choses comme ça. Donc moi, je trouvais ça bizarre à l'époque. Mais quand il me dit ça, tout ça me revient maintenant. Je dis, ah d'accord, je crois un peu, mais je suis un peu sceptique et tout. Et puis il me dit, je dis, alors, mais moi, mon argent, pourquoi tu as pris? Pourquoi tu voulais? Il dit, non, en fait, je te soupçonnais aussi. Parce que tu brilles trop pour ton âge. Je voulais voir. Je dis, je brille, mais tu connais mon histoire. C'est mon papa qui me fait briller. C'est pas mon travail. Et ma voiture, tout ça, c'est mon papa. Et moi, je n'ai pas vos dépenses. Je vis chez mes parents. Il me dit, oui, j'ai voulu voir si tu étais là. Mais je me suis rendu compte que tu es une victime, en fait. Et j'ai prié Dieu. C'est pour ça que ce truc-là n'est pas tombé sur toi. Et toi aussi, tu as une étoile. Ça t'a évité. Sinon, c'est toi qu'on voulait achever. Tu es venu dans une boîte, tu as trouvé des requins là. Et tu n'étais que l'agneau qu'ils attendaient. J'ai dit, mais tu parles de quoi? Oui, arrête d'aller manger chez tes amis, arrête de faire du... Ok. Je suis venue, j'ai dit ça à ma mère. Comme toujours, elle n'a pas pris ça au sérieux. Ouais, c'est des superstitions et tout. Et après ça, au bureau, j'avais maintenant des malchances. Je n'avais plus d'importance. Je voyais que je n'avais pas de promotion. Même si je faisais un bon truc, c'était pas... ça passait inaperçu et tout. Et après un moment, mon papa, je ne sais pas s'il avait un 6e sens, il m'a dit, ma fille, je pense que ce travail ne te convient pas. Il faut que tu démissionnes. Et mon papa a une forte influence sur moi. S'il dit quelque chose, je fais seulement. Voilà comment j'ai démissionné. Je suis partie en Afrique du Sud. Je suis restée 2 ans là-bas. Après, je suis partie en Europe. Arrivée en Europe, j'ai eu la chance d'avoir un très bon boulot.
Je me suis remariée, j'ai eu 2 enfants et j'ai coupé tous les liens avec tous ces collègues-là. Et le bled, c'est juste pour la famille, quoi. Quand j'arrive, personne ne sait. Quand je repars, personne ne sait. Je pars pas chez les gens. Je suis juste chez ma mère et mon père. Je mange pas dehors. Quand j'arrive, plein de parents viennent là m'amener à manger des choses et tout. Je prends devant eux, mais derrière eux, je donne un aumône, je jette, mais rien ne rentre dans ma bouche. Voilà, donc c'est pour dire que dans la vie, il y a des gens qui vous en veulent sans que vous ne les soupçonnez. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui m'a fait ça et pourquoi. En tout cas, voilà, c'était ça mon histoire DMG. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonjour et bonsoir à toute la communauté de DMG. Tout d'abord, félicitations à DMG et beaucoup d'encouragement à lui. Parce que ce qu'il fait là, c'est franchement, il nous aide beaucoup dans notre vie spirituelle. Mon histoire est la suivante. C'est une histoire que moi-même je l'ai vécue. Voilà, je vais appeler ça une double attaque. Bon, à l'époque, mon cousin et moi, on était encore au collège. Bon, mon cousin et moi, on a pratiquement le même nom, le même prénom. Voilà. Donc, à cette époque-là, on jouait beaucoup au jeu hasard. Voilà. Souvent, j'étais encore en Côte d'Ivoire et ça se passe à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que l'ouest de la Côte d'Ivoire est redouté par ces esprits maléfiques et ces esprits il y a beaucoup d'esprits là-bas parce qu'il y a la montagne, il y a les eaux, il y a les roches. Donc, bref. Donc, à l'époque là, nous, on était beaucoup noctambules, mon frère et moi. Donc, dans la journée, on vaquait à notre occupation, aller à l'école, faire des courses familiales plutôt. Et à partir de 23h déjà, on était livrés à nous-mêmes et on sortait pour aller jouer au jeu hasard. Et mon frère et moi, ce jour-là, on décide d'aller jouer et on va ensemble. Ce jour-là, malheureusement pour moi, j'ai perdu. Donc je suis rentré aux environs de 1 heure par là. Donc, sur le chemin de la maison, j'aperçois une vieille, qui me suivait. Donc, je marche rapidement et puis je regarde derrière moi. Elle aussi, elle arrive vers moi. Donc, je m'arrête. Je la regarde, elle aussi, elle s'arrête. Donc, j'accélère, elle aussi, elle accélère. Je dis, ok. Là, ce qui était un peu bizarre, les pas de son, le son de ses pas ne sonnait pas. C'est-à-dire qu'elle ne marchait pas sur le sol. C'est-à-dire qu'elle glissait. On avait l'impression qu'elle volait, quoi. Mais c'est-à-dire qu'elle marchait. Je ne sais pas comment je vais exprimer cela. Donc, je commence à marcher rapidement et j'arrive à la maison. Chez nous, bon, c'est une maison clôturée, c'est une cour clôturée. Donc, j'arrive au niveau de la clôture. Et dès que j'arrive au niveau de la clôture, je m'arrête. Elle aussi, elle avance et puis elle s'arrête aussi. Tu vois, elle se cache. Je suis que non, c'était vraiment derrière moi qu'elle venait. Donc, je suis rentré dans la cour. Je suis rentré dans la maison. En même temps, j'ai fermé la porte. Quand elle ferme la porte, 1 minute plus tard, j'attends quelqu'un qui toque la porte. Toque la porte. Il savait que c'était elle. Donc, comme nous, on est une famille musulmane, donc on a commencé à prier, commencé à lire des sourates, jusqu'à ce que la peur quitte. Voilà. Donc, après ça, j'ai commencé à dormir. Je me suis endormi. Donc, le lendemain matin, je me réveille, je vois mon frère auprès de moi. Et puis, je lui raconte ce qui m'est arrivé. Lui aussi, il dit que, comment je suis rentré, lui aussi, voilà ce qui lui est arrivé. Et il dit que non, lui, au moins que lui est rentré avec les 2 heures, 3 heures par là. Et puis, quand lui est rentré, dès qu'il rentre dans la cour, il voit que non, il y a une vieille personne qui s'est déshabillée, qui est vers le puits.
Donc, voyant la nudité d'une grande personne, ce n'est pas joli à voir. Donc, mon frère, il baisse le regard et il suit son chemin. Et c'est ça, lui rentre à la maison. Il rentre à la maison et puis maintenant, c'est ça, il s'endort. Donc, il lui a dit que comme cela aussi, on doit expliquer ça à nos parents. Parce que comme cela, là, ce n'est pas joli à voir. Donc, on va vers nos parents et puis on les explique. Voilà ce qu'on a vécu. Il y a une vieille dame que moi m'a poursuivi et la vieille même dame aussi s'est montrée à mon cousin. Donc depuis ce jour-là, nous on nous a interdit de sortir. On nous a interdit de sortir. Quand on nous a interdit de sortir, à partir de 19h, 20h après la prière nocturne, on ne sortait plus. On était tout le temps à la maison. Et quelques semaines plus tard, moi, vers les 0,1 comme ça, il me réveille du sommeil, il m'a uriné. Les chambres n'ont pas de douche. Donc, il y a la latrine, on peut dire une latrine qui est un peu loin de la maison, mais la clôture mais la maison est clôturée. Donc, je sors, maintenant je vais uriner. Je finis d'uriner, je vais sortir, je sors, maintenant, là, le portail n'était pas fermé. Je regarde vers le portail, je vois une personne qui passe. La personne est en rouge, je m'avance, et puis je regarde. Je ne vois pas la personne. Donc, je vais dormir. Le lendemain, il dit ça à ma vie. Ma vie dit que, mais pourquoi moi j'ai le cœur dur comme ça? Mais moi, il a commencé à dire que non, parce que je suis dans la cour, normalement, on ne peut pas me faire du mal. Maman m'a dit que non, arrête cela, parce qu'il y a des esprits maléfiques. Ils n'ont pas besoin de territoire ou de quelque chose pour te faire du mal. Donc, ça veut dire que non, les esprits n'ont pas de frontières. Et puis, ils peuvent vous attaquer n'importe comment. Voilà. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonjour BMG, je voulais vous raconter une histoire qui ne s'est pas passée avec moi directement, mais avec l'un de mes voisins. C'était un couple, ils étaient mariés, ils ont eu 3 filles, 3 jeunes filles. Ils sont déjà adultes, les filles sont déjà adultes. Et la mère est morte. Donc le père se retrouve seul avec les 3 filles. Bon, ce n'est pas vraiment une histoire mystique, mais bon, ça m'a vraiment touchée. Je voulais vous raconter. Il se retrouve avec les 3 filles. Et un bon jour, il décide de coucher avec la première fille. Comment ça se passe? Il dit à la fille d'aller lui déposer quelque chose dans sa chambre. À l'adulte, l'aîné. Déposer quelque chose dans sa chambre. Maintenant, il accompagne la fille dans la chambre et lui dit que sa mère est morte, n'est-ce pas? La fille lui dit oui, maman est morte. Il dit, tu vois la tradition, quand une mère meurt, le mari ne doit pas chercher ailleurs, qu'il doit faire sa vie avec ses filles. Sinon, il va détruire la mémoire de leur maman. Genre, il dit à sa fille qu'il doit coucher avec elle, sinon c'est une malédiction. La fille dit, mais papa, comment quelqu'un n'a pas compris, non, je n'ai pas compris, papa. Explique-moi bien. Mais non, c'est une malédiction, et surtout, tu ne dois dire à personne. Tu dois coucher avec toi, mais tu ne dois dire à personne. Bon, la fille, elle a dit, comme c'est une malédiction, si elle en parlait, bon, elle n'a rien dit. Elle s'est laissée faire, le père, il a couché avec son aîné. L'aîné ne savait pas qu'il avait couché avec les 2 autres sœurs, parce que le père ne lui avait rien dit. Quelques jours après, celle qui est au milieu, la deuxième fille, vient voir sa grande sœur pour lui dire, j'ai quelque chose à te dire, grande sœur, mais ne me juge pas, parce que j'ai envie de parler et ça me pèse, j'ai envie de te parler, grande sœur. Elle dit, mais vas-y, parle-moi, je suis ta grande sœur, tu peux tout me dire. Depuis un certain temps, papa me touche à la cuisine, il vient me voir, il me touche et je me sens vraiment mal à l'aise. Il a raconté la même version à la deuxième fille, soit disant que c'est une malédiction. TMG. La fille va à l'école, la deuxième fille, elle va à l'école, elle se sent pas bien, elle, elle, elle est ailleurs. Et sa meilleure amie a remarqué qu'elle n'était plus elle-même.
sa meilleure amie avait l'habitude de regarder des émissions où des émissions comme vos émissions, quoi. Et la fille lui a dit, sa meilleure amie disait à la deuxième fille, si tu as quelques problèmes face à cette émission, parle, ils vont t'aider. Je ne sais pas quel problème tu as, mais quoi qu'on soit ce qui t'arrive, face à cette émission, ils vont t'aider. La fille dit, ok. Elle est partie à la maison, elle a réfléchi, elle a parlé de cette émission à sa grande sœur, qu'elle voudrait aller là-bas, qu'elle veut que les trois filles, qu'elle aille sur cette émission parler, qu'ils vont les aider. La grande sœur, elle, au début, au plus profond d'elle, elle n'avait pas vraiment envie. Qu'est-ce qui l'a poussée à aller dans cette émission, je vous dis? C'est quand des notions ont commencé par la courtiser, ils ont commencé à venir de la maison et le père les renvoyait, lui disait non, qu'aucun garçon ne va marier et sa fille, que la fille a dit que bon, qu'elle ne va pas se marier, mais elle a envie de se marier, elle aimait les hommes. Elle a dit à sa soeur, ok, ils iront sur cette émission. Jusque-là, ces deux-là ne savaient pas encore que la dernière, elle avait 18 ans la dernière, que elle aussi, leur père couchait avec elle aussi. Comment ils ont su? Ils ont voyagé. L'aînée et la deuxième fille, ils ont voyagé. Je pense que c'était pour les vacances. Et la dernière était seule à la maison. Le père l'a appelé, lui a dit, ma fille, j'ai faim, prépare-moi à manger. Elle est rentrée dans la cuisine et son père aussi est rentré. Bon, ça lui a rien dit, elle a dit, c'est mon père, il va rien me faire et tout. Il a commencé par la toucher de manière sexuelle, DMG. Il a raconté la même version et a abusé de sa dernière fille, une fille de 18 ans. Dans la douche, peu importe, partout dans la maison DMG, il a abusé d'elle. La fille a appelé ses soeurs et leur a dit que telle choses se sont passées. À leur retour de vacances, ils sont partis dans l'émission. Ils sont pas partis immédiatement. Ils sont partis, l'aîné et la deuxième, ils sont partis dans l'émission, ils ont tout raconté. Ils ont appelé le père, mais ne leur a pas dit la raison pour laquelle ils sont de l'appeler. Il est venu sur l'émission, on lui a demandé de s'asseoir. Il a vu la deuxième fille en train de pleurer dans l'émission. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Et c'est là qu'il a su que les filles ont raconté tout ce qui se passait dans l'émission. Et devant tout le monde, on lui a demandé, est-ce que tout ce que ces filles viennent de dire, est-ce que c'est vrai? Le monsieur ne pouvait pas parler. Il a baissé la tête et dit, je ne suis pas fière de ça, mais c'est vrai. Et il disait que quand il était petit, il vivait chez son oncle et son oncle abusait de lui sexuellement. Mais il n'y a rien qui relie ça. Ton oncle abusait de toi, mais tu n'as pas besoin d'abuser de tes trois filles. Il a couché chez ses trois filles. Oh, l'aînée, elle pouvait bien sortir de la maison. Elle avait un commerce, elle est commerçante, elle pouvait bien louer ailleurs, amener ses soeurs et quitter la maison. Elle n'a pas fait. D'une part, je me dis, l'aînée, elle ressentait un petit plaisir, raison pour laquelle elle n'a pas enlevé cette cervelle-là. Mais bon, c'est ce que je voulais vous raconter, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit qu'il fallait que je la partage. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez liké la vidéo, partagé. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. On se reprend demain à 12h00. Je vous invite à envoyer vos histoires sur le numéro qui est à l'écran, qu'on puisse les jouer ici sur YouTube. Voilà, on se prend demain. Ciao, ciao.